La guerre froide est-elle devant nous? L'importance des scénarios en géopolitique. Au cours de cette séance, nous allons revenir sur un événement du passé. Cela peut paraître absolument paradoxal. Comment comprendre qu'un événement antérieur puisse nous apporter peut-être des éclairages sur un avenir possible? C'est pourtant ce que nous tendrons à faire en essayant d'envisager si la guerre froide ou une nouvelle guerre froide peut nous apporter une grille de lecture pour comprendre le contexte global. Il est aussi important de souligner que les scénarios nous aident à éclairer la géopolitique, et c'est ce que nous allons nous efforcer de faire aujourd'hui avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. La guerre froide, c'est quelque chose qui sera familier à tous nos auditeurs. Apporter la question d'une nouvelle guerre froide, ça c'est peut-être plus déstabilisant, mais dans un jeu de comparaison, il faut comprendre d'abord d'où on part. Qu'est-ce que c'est que la guerre froide? Oui, là on est obligé de s'efforcer de remettre en place une définition. Évidemment, on est bien loin de l'exercice qui serait purement académique et qui consisterait à poser au préalable une définition pour ensuite développer. Là, on voit bien qu'on est dans une logique qui cherche à voir si on pourrait se projeter à l'avenir sur un scénario qui pourtant semble jusqu'à présent enchâssé dans le passé. Donc, effectivement, il faut essayer de savoir à peu près ce scénario tel qu'il semblerait se reconduire à l'avenir. En quoi ressemble-t-il ou à quoi ressemble-t-il, si vous me permettez cette expression. Je m'empresse de faire peut-être une précision complémentaire d'emblée. Il ne s'agit pas pour nous là de faire une définition totalement exhaustive, on l'imagine bien, d'un conflit donc, qui par le passé, dans la deuxième moitié du XXe siècle, a pris pratiquement une quarantaine d'années, mais plutôt d'essayer de trouver une définition qui permettrait de mettre en valeur ou de mettre en exergue les points, justement, qui pourraient être importants parce qu'on pourrait avoir le sentiment qu'ils sont en train d'être reconduits par un certain nombre d'événements tels qu'on est en train de les connaître à l'heure actuelle. Alors, quelle serait la définition dans cette optique-là qu'on pourrait s'efforcer de mettre en avant? Encore une fois, la guerre froide est-elle devant nous? Si on regarde bien cette perspective, me semble-t-il, les éléments clés qui sont indispensables à rappeler sont les suivants. La guerre froide est une situation particulière des relations internationales. Ça, j'y reviendrai parce que c'est très important, dans laquelle deux superpuissances ou deux très grandes puissances qui, globalement, dominent la quasi-totalité des logiques dans le monde, sont amenées à s'affronter et s'opposent quasiment sur tout, et que malgré le fait qu'elles s'opposent pratiquement sur tout, ce qui devrait les conduire à la guerre, ne peuvent pas se faire la guerre. Et quand on entend la définition telle qu'on est en train de la donner, ce qui surprend spontanément, c'est qu'on a bien l'impression qu'on est en train de tendre vers une situation qui ressemble à celle qu'on est en train de décrire. Pourquoi peut-on considérer qu'effectivement, on est plus tout d'un coup dans une description d'un avenir qui semble potentiel que dans le rappel d'une définition d'un événement historique? Parce que si on regarde bien deux grandes puissances majeures qui ont l'air d'aspirer, de phagocyter ou de centraliser la totalité des dynamiques internationales aujourd'hui, dans cette troisième décennie du XXIe siècle, on a bien l'impression que c'est le cas des États-Unis et de la Chine. Ensuite, deuxième point qui me paraît fondamental à souligner, sur lequel je m'étendrai peut-être un peu davantage si vous le voulez bien, c'est qu'elles sont en désaccord sur tout. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on peut presque procéder par des logiques de strates chronologiques progressives. On sait très bien depuis l'Antiquité que les affrontements entre puissances, c'est d'abord justement des rivalités qui consistent à savoir jusqu'où est-il possible d'étendre soit son hégémonie, soit son influence, et qu'on a donc forcément des zones de friction, pour reprendre un terme de Clausewitz d'ailleurs. Donc ça, c'est la première dynamique assez classique. Ensuite, on aura une deuxième dynamique qui serait arrivée plus tard, notamment avec les premières manufactures et l'industrialisation, puisque là, on voit bien qu'avec des marchés qui sont de moins en moins autonomes ou fermés, mais qui sont de plus en plus en interaction, il y a une compétition supplémentaire qui s'ajoute. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs à rappeler, c'est que non seulement on a une compétition là sur les matières premières, ça on y pense très souvent, sur l'accès au marché, ça on y pense un peu moins, mais c'est aussi assez globalement accepté, mais on a surtout une divergence sur les modalités même de fonctionnement des sociétés. Et ça, c'est bien quelque chose qui était présent avec le capitalisme d'une part et le marxisme-léninisme
prônée par l'Union soviétique d'autre part, mais on voit bien qu'on est dans une situation avec peut-être des nuances, mais qui serait assez similaire entre les États-Unis et la Chine d'aujourd'hui. Et puis, dans la continuité, il y a une divergence idéologique. Et là, ce qui me paraît très, très important à souligner, c'est que la divergence idéologique, elle est facile à rappeler, elle est palpable. Là aussi, utilisons les termes classiquement utilisés entre les démocraties occidentales et les républiques populaires, pour ce qui était du bloc de l'Est, au sein du pacte de Varsovie et de l'alliance entre, à l'époque, l'Union soviétique et la Chine. Mais ce qui me paraît important à souligner, c'est plutôt le contexte actuel. Parce que, objectivement, les Occidentaux ont du mal à considérer ou à admettre que la critique que la Chine porte à leur endroit sur un aspect porte dans le reste du monde, à savoir que les Occidentaux qui présentent leur système comme des valeurs universelles, en réalité, sont contestés par la Chine, qui dit que ce sont plus des moyens d'asservir les autres et de les contraindre à les suivre sans qu'ils puissent eux-mêmes défendre leurs propres intérêts, que des logiques véritablement universelles et que donc on peut les remettre en cause. Ça, Olivier, ça me paraît très très important à mettre en avant parce que là, on voit bien qu'on est à la fois sur des divergences idéologiques et politiques, mais on est aussi sur une divergence presque d'ordre philosophique quant au niveau de respectabilité de chacune des logiques telles qu'elles seraient défendues par les uns et par les autres. Donc on voit bien que les divergences vont très loin. Et puis il y en a encore une autre que, me semble-t-il, faut encore rappeler ou encore plus souligner, c'est que chacune de ces deux puissances a la prétention d'être la quintessence du modèle que les autres pays devraient être amenés à suivre dans le monde et a la prétention d'être l'exemple à suivre dans le monde. Donc à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on se rend bien compte quand même qu'on a bien l'air d'être dans une situation qui a l'air de corroborer notre pressenti, tel que d'ailleurs on l'a retracé à travers la problématique qu'on énonce. Et puis alors il y a un dernier point sur lequel je serai plus rapide, même si je serais peut-être amené à le développer par la suite, c'est que la guerre est impossible parce que ces deux puissances ont l'arme nucléaire. Donc là, on voit bien qu'a priori, quand même, ça rend le conflit difficile. Mais avant que de m'étendre sur ce point-là, et pour peut-être en finir avec cette première question qui est liée à le fait de reposer le contexte tel que vous nous y invitez sur une définition, je crois qu'il y a deux aspects qui sont intéressants. Le premier aspect, c'est la notion clé dans la définition telle qu'on s'est efforcé de l'adresser, encore une fois, avec une volonté non exhaustive, mais pour centrer la problématique. Ce terme clé, c'est situation particulière des relations internationales. Et là, ça met en relief, en perspective ou en écho, deux considérations qui me paraissent très importantes. D'abord, un aspect qu'on a déjà évoqué, sur lequel que je me contenterai de rappeler, sur lequel je ne redévelopperai pas la logique. On voit bien que là, on a le fondement majeur du contresens occidental sur l'interprétation de la fin de la guerre froide telle qu'elle a eu lieu dans les années 89-90, parce que si la guerre froide est une situation particulière des relations internationales, la fin de la guerre froide, ce n'est pas la fin des relations internationales, mais le retour des relations internationales classiques. Bon, ça c'est déjà un premier constat. Mais un deuxième constat qui s'articulerait peut-être plus sur des logiques sémantiques consisterait à insister sur le fait que particulier, ça ne veut pas dire exceptionnel ou unique. Ça veut bien dire que, certes, ça déroge à l'habitude, mais que si on se retrouve sur un certain nombre de forces qui se reconjuguent à l'identique de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre froide, alors oui, il est possible qu'on connaisse une nouvelle guerre froide. Et donc, on serait bien tenté dans la continuité de dire que la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, ou les États-Unis et l'Union soviétique, c'était la première guerre froide. Ça, c'est important d'insister sur cet aspect-là. Et il ne faut pas se méprendre sur ce qu'on est en train de dire, parce que beaucoup d'observateurs soulignent déjà ce fait qui, en fait, dans le champ de la géopolitique ou de la réflexion géopolitique, est quelque chose de relativement admis. J'en veux pour preuve, ou j'en prendrai un exemple. Le livre de Pierre Grosser, à travers son intitulé, est très intéressant, parce que c'est un spécialiste de l'histoire des relations internationales, en particulier sur l'Asie du Sud-Est. Le titre de son ouvrage, c'est « L'autre guerre froide ». Donc spontanément, dans le titre, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis et la Chine. Et donc là, on voit bien, à travers ce titre, qu'on est vraiment dans la perspective telle qu'on est en train de la dessiner, et qu'il apparaît très important que, au moins sur cet aspect-là, de voir si c'est un scénario
qui va s'avérer viable. En tout cas, il est crédible. Vous nous avez permis peut-être de reconnaître une situation particulière qu'est la guerre froide, mais quelles seraient les caractéristiques essentielles de celle-ci? Alors, me semble-t-il, il y a 2 caractéristiques essentielles qu'il faut bien avoir à l'esprit sur la guerre froide, et qui vont amener d'ailleurs un certain nombre de conséquences et puis de logiques auxquelles il faudra prêter attention. La première sur laquelle je vais revenir, puisque je le sous-entendais un peu dans ma réponse précédente, si vous le voulez bien, c'est que la guerre entre les 2 grands est impossible. Et donc là, je vais développer, la guerre directe est impossible. Ça, c'est quelque chose de fondamental à avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, parfois, ça étonne un peu certains de nos étudiants, car c'est vrai qu'on a une rivalité exacerbée. On y reviendra pendant une quarantaine d'années, suivant la chronologie qu'on considère comme opportune. Et ce qu'on remarque, c'est que peut-être à l'exception, ça c'est un fait qui est peu connu d'ailleurs, à l'exception d'affrontements entre pilotes, ça a été avoué par la suite, soviétiques dans des MiG et les pilotes américains dans les premières années du conflit en Corée entre 1950 et 1953, il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre les 2 puissances. Jamais. Et c'est très important à rappeler parce que là, il y a une situation qui pourrait corroborer la crédibilité de l'installation du scénario tel qu'on est en train de le décrire. C'est la montée en puissance de la Chine, qu'on avait déjà d'ailleurs évoqué dans un certain nombre de nos séances des rendez-vous géopolitiques, notamment celui qui avait pour propos de regarder l'armée chinoise en particulier, parce que là, on voit bien que globalement, on est sur un nombre d'ogives qu'aurait la Chine, donc en 2024, qui sera autour de 400-415 ogives nucléaires. D'ici 5 ans, les Chinois sont sur une programmation qui devrait amener leur arsenal nucléaire à doubler. On sait bien qu'il y a des silos qui sont en train d'être installés, notamment sur des territoires chinois. Donc on serait dans une perspective de 1000 sur 2030 et on serait sur une perspective de 1500 sur 2035. Donc évidemment, certains de faire remarquer qu'on est encore très très loin de la parité, puisque les Américains, selon les modalités de calcul, seraient entre 5100 et 5500 ogives, selon qu'elles sont armées, équipées, installées, etc. Donc on est très très loin, mais on voit bien qu'on est dans une volonté de la Chine, elle paraît palpable, que de justement monter en puissance pour se mettre en situation, c'était un peu vrai d'ailleurs de l'Union soviétique dans les années 50-60, à parité et en prise de considération. Il y a un deuxième événement qui vient corroborer ce qu'on est en train de dire, qui a été un peu trop passé sous silence par les médias, c'est qu'il y a quelques semaines, pour la première fois depuis 1980, Olivier, les Chinois ont fait le lancement expérimental d'un ICBM, l'acronyme anglo-saxon, c'est-à-dire d'un missile balistique intercontinental, vecteur, qui est capable de porter une frappe sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc on voit bien que dans la mise en place de la quantité d'ogives d'une part et dans les modalités de les transporter d'autre part, on est bien sur une montée en puissance de la Chine qui a la prétention de s'installer comme l'interlocuteur privilégié des États-Unis, ce qui renforce le scénario tel qu'on est en train de le mettre en avant. J'en profite peut-être pour rappeler quelque chose que je n'ai pas eu l'opportunité de préciser dans ma réponse précédente, c'est que ce qui est très important à comprendre là, c'est que dans le cadre de la réponse qu'on est amené à faire aujourd'hui, on va bien au loin que de la simple réponse sur notre propre thématique. Car ce qu'on est en train de montrer, c'est que finalement, une méthodologie efficace en géopolitique pour s'inscrire dans une prospective consiste à modéliser un certain nombre d'événements passés, non pas pour se confiner dans ce passé, mais pour bien essayer d'anticiper ou de deviner quelles seraient les différentes possibilités de scénarios. Et ça me paraît d'autant plus important à rappeler, si vous le voulez bien, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup trop souvent, un certain nombre d'observateurs, pour ne pas dire une majeure partie d'observateurs, s'appuient d'abord sur leur grille de lecture préférentielle, pour ne pas dire idéologique, afin d'expliquer quels seraient les différents avenirs potentiels. Mais ça nous écarte d'une logique qui est partagée par d'autres sciences humaines, voire d'autres sciences, et qui consiste à dire, attendez, modélisons un certain nombre de typologies, afin de voir, le cas échéant, si elles sont susceptibles d'être reconduites. Et pour dire clairement les choses aux auditeurs, c'est la seule méthode en géopolitique qui permet d'essayer d'anticiper l'avenir. Ce qui m'amène maintenant à la deuxième caractéristique sur laquelle vous m'invitez de faire une précision.
dans l'enchaînement des éléments tels qu'on est en train de les apporter, de quoi peut-on se rendre compte? C'est que si la guerre est impossible entre ces deux grandes puissances, comment mettons fin à la guerre froide? Mais il n'y a qu'une seule solution, c'est que l'une des deux grandes puissances s'écroule par elle-même, s'effondre sur elle-même et s'effondre pour des raisons intérieures. Ça, c'est très très important à rappeler. Et c'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé quand on regarde à nouveau la situation à partir des années 80, l'arrivée au pouvoir au poste de premier secrétaire du Parti communiste soviétique de Mikhail Gorbatchev, qui d'ailleurs va s'empresser d'essayer de restaurer ou améliorer la société soviétique, la glasnost, la perestroïka, on s'en était fait l'écho à travers une de nos séances d'ailleurs, qui était censée rendre hommage à un homme dont je pense qu'on oublie trop qu'il a permis aussi une transition beaucoup plus apaisée avec la fin de la guerre froide que certain nombre d'hypothèses qui auraient pu être mises en place. Et donc là, on se rend bien compte qu'on a tout de suite quelque chose qui vient dans la continuité, c'est-à-dire que comme la guerre est impossible entre les deux grands, la seule possibilité de sortir de la guerre froide, une fois qu'on y est installé, c'est le fait que l'une d'entre elles, pour des raisons intérieures, s'écroule. Voilà, me semble-t-il, deux aspects qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors pour nous contemporains, il peut y avoir des éléments de nostalgie avec la guerre froide. D'abord parce qu'on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de guerre, en tout cas de guerre directe. Et puis, ça offre une grille de lecture du monde qui est plus simplifiée que celle du monde complexe et éclaté dans lequel on est. C'est la conséquence cardinale, centrale, majeure d'une situation de guerre froide. Et on sent spontanément à travers votre propos que nous partageons tous les deux le fait que d'avoir connu cette période et qu'effectivement, on va y revenir, on peut, au fur et à mesure où on se sent menacé par l'embrasement qui a l'air exponentiel et incontrôlable de la situation actuelle, d'être empreint d'une certaine nostalgie qui est liée au fait qu'on avait l'impression qu'il y avait au moins quelqu'un qui avait l'air de maîtriser la situation. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il faut bien qu'on comprenne la situation. Assez rapidement, les Soviétiques et les Américains et les Soviétiques, vont comprendre que la guerre froide, c'est plus un moyen qui permet d'assurer la légitimité sur son propre camp, pour ne pas dire l'ascendance sur son propre camp, qu'un moyen qui consiste à faire la guerre à son autre camp. Donc en fait, on serait dans une situation, si vous me permettez le terme, de stratégie d'épouvantail, dans laquelle on instrumentalise l'existence de l'adversaire, moins pour allier un certain nombre de puissances à ses côtés pour pouvoir l'affronter, que pouvoir justifier une organisation, l'OTAN d'une part, le pacte de Varsovie créé en 1955 d'autre part, qui permet de se présenter comme le grand frère. Là aussi, c'est des titres auxquels on est renvoyé spontanément. Donc en fait, pour dire clairement les choses, on est sur une sorte de monde où l'affrontement entre les deux grandes puissances est indirect et où ces deux grandes puissances, chacune d'entre elles, a une sphère d'influence. Alors, on peut reprendre les codes de couleurs tels que les jeux de stratégie ou d'ailleurs les scénarios mis en place par les états-majors les reproduisent assez souvent, le camp des bleus et le camp des rouges. Et on voit bien d'ailleurs au moment où je suis en train de dire ça qu'il y a un certain nombre de choses qui nous apparaissent comme manifestement plus clair. Les Américains s'interdisent d'intervenir en Hongrie à Budapest en 1956. Ils s'interdisent tout autant d'intervenir à Prague lors du printemps en Tchécoslovaquie en 1968. Et parallèlement, les Soviétiques ne bougent absolument pas lors du coup d'État à Santiago du Chili en 1973. Donc on voit bien que chacun en réalité est jaloux de sa parcelle et a bien fait comprendre à son vis-à-vis qu'il était inenvisageable que de pouvoir intervenir sur sa parcelle considérée comme intangible. En fait, on a quelque chose, si vous me permettez l'expression, qui est figé. Je ne résiste pas à la tentation de dire « je l'ai ». Et donc là, personne ne bouge. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a donc une troisième zone. Et la troisième zone, c'est la zone qui serait plus éloignée ou qui serait plus distante, dans laquelle chacune des deux grandes puissances se dit finalement, il n'y a plus que là où on peut intervenir.
Et là, il y a d'abord un ouvrage de John Gaddis, qui est un professeur spécialiste de l'histoire militaire et de l'histoire maritime à Yale, qui est aussi un grand spécialiste de la guerre froide, qui a fait une synthèse d'un ouvrage qui porte le nom éponyme « La guerre froide », qui a une analyse qui est assez intéressante, parce qu'il dit, après l'installation du mur de Berlin, finalement, Khrouchtchev se rend compte qu'il n'y a plus de moyens que de mettre de la pression dans l'Europe occidentale, de même que les Américains se rendent compte qu'il est plus possible que d'essayer de fragiliser les Soviétiques. Donc l'attention se porte ailleurs. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va se retrouver dans des conflits qui peuvent être mortifères pour les populations qui vont être concernées, j'insiste, qui vont être particulièrement violents, mais qui, pour les deux grandes puissances, vont être considérés comme étant périphériques, donc potentiellement des lieux où on va pouvoir intervenir avec une restriction, pas d'affrontement direct, donc ça va être des conflits par procuration. Et ça me paraît très très important parce que qu'est-ce que ça sous-entend ? Il ne faudrait quand même pas imaginer que la guerre froide soit totalement synonyme de paix. Elle est synonyme d'affrontement dans les conditions qu'on est en train de mettre en place. Et ce qui veut dire d'ailleurs que quand les affrontements se déclenchent, c'est paradoxalement le signe que c'est des endroits qui sont considérés comme à la périphérie des enjeux majeurs par les deux grandes puissances. C'est bien le cas d'ailleurs des deux conflits majeurs de la Corée et du Vietnam. Je pense que là, il ne faut pas faire de contresens. Ce n'est pas parce que c'est des endroits qui sont considérés comme essentiels, c'est parce que c'est des endroits qui sont considérés dans lesquels on peut agir. Et d'ailleurs, dès 1986, Hélène Carrère d'Encausse, spécialiste éminente de la Russie et des questions qui étaient liées à la guerre froide, dans un ouvrage « Ni paix, ni guerre », attirer notre attention dessus, car d'ailleurs le sous-titre est très intéressant, « Le nouvel empire soviétique du bon usage de la détente ». Là, il y avait plein d'humour, de causticité, car on sentait bien que son impression, c'était que c'était quand même les soviétiques qui en profitaient le plus. Et de fait, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que l'Union soviétique se propulse dans des zones dans lesquelles l'ancienne Russie était peu accoutumée. Je pense notamment aux Proches, au Moyen-Orient, mais surtout en Asie du Sud-Est et surtout en Afrique subsaharienne, parce que c'est les seules places dans lesquelles on peut encore interagir. Ça me paraît très très important parce que, évidemment, avec le recul, plus le temps nous sépare de la fin de la guerre froide, plus on a effectivement cette proportion que d'oublier tous les aspects un peu négatifs de la guerre froide et de n'être plus concentré que sur cette recherche dont on en sent bien qu'elle habite la plupart des observateurs, c'est-à-dire enfin pouvoir retrouver, si ce n'est la paix et un ordre mondial, une grille de lecture dans laquelle on aurait deux grandes puissances qui, globalement, arrivent à peu près à gérer l'essentiel. La question qui se pose, c'est est-ce que l'avenir va se prêter à cette situation ? Mais justement, pour le déterminer, il faudrait savoir quelles sont les conditions qui sont nécessaires et qui devraient être réunies. Ah oui, il y a deux conditions qui sont primordiales même, on peut dire. La première condition, c'est qu'il faut que justement, dans le cadre de notre réponse précédente, les deux grandes puissances aient bien compris qu'elles jouent le même jeu, s'accordent pour jouer le même jeu, donc communiquent entre elles, qu'elles peuvent en jouer et sont d'accord pour en jouer. Ce qui sous-entend une bonne compréhension de l'autre acteur, ce qui sous-entend aussi une capacité à communiquer avec lui, le fameux télétype rouge tel qu'il aurait été installé après la crise des missiles de Cuba en automne 1962, et puis quelque part, une sorte d'arrière-pensée par rapport à ses alliés, et de complicité, c'est le terme que je cherchais, avec la puissance adverse. Ça est un élément qui nécessite du temps, de la confiance et du temps. Pour dire clairement les choses, pour l'instant, on n'en est pas là entre les États-Unis et la Chine. Et donc là, on a une deuxième condition qui est très très importante. Alors, et vous avez bien raison, Olivier, de m'amener à la mettre en évidence, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un point d'achoppement majeur entre les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun sujet sur lequel chacune des deux grandes puissances considère que ces enjeux stratégiques majeurs sont concernés
et que ses intérêts vitaux sont engagés. Parce que là, on sent bien que si on se retrouvait dans une situation où il y avait un point de friction sur lequel chacune des deux grandes puissances, j'insiste, considère que son intérêt vital est engagé, ben là, on aboutit à la guerre. Alors là, évidemment, en perspective historique, serais-je tenté de dire, on a la crise des missiles de Cuba. Mais on fera remarquer que les Soviétiques ont reculé, que Nikita Khrouchtchev, ça lui a été reproché par le Politburo, par ailleurs, a reculé. La question qu'on pourrait peut-être formuler, la réponse qu'on pourrait s'efforcer de dresser, c'est n'y aura-t-il pas des points de friction comme cela? Et je serais peut-être tenté de le formuler différemment. Je ne suis pas totalement convaincu que Cuba, en 1962, soit dans la même situation pour les deux grandes puissances que Taïwan au XXIe siècle entre les États-Unis et la Chine. Donc là, on a une vraie interrogation qui se pose. Là, on est sur des conditions qui ne sont pas réunies, mais on peut même forcer le trait en disant qu'il y a des dissemblances qui sont importantes quant à la situation. C'est très juste. Là où la comparaison va nécessiter que d'être nuancée, c'est qu'on a au moins deux différences majeures. Il y en aurait évidemment plus que celle-là, mais il y a deux différences majeures qui vont s'imposer à nous assez spontanément, serais-je tenté de dire. D'abord, peut-on véritablement considérer dans cette troisième décennie du XXIe siècle qu'on ne peut prendre en considération que deux grandes puissances? Poser la question, c'est presque y répondre. Non. Enfin, c'est difficile d'écarter l'Inde, par exemple, d'un jeu dans le géopolitique à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on avait attiré l'attention de nos auditeurs sur une séance précédente. L'Inde a un bouleversement stratégique, parce qu'ils entendaient bien que là, elle était en train de réacquérir une place qu'elle a objectivement, pour un tas de raisons, et pas seulement d'ordre démographique. Mais il y a un point que j'aimerais mettre en particulier à l'attention de nos auditeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'Inde, ça c'est assez peu souvent mis en avant aussi, appartient aux BRICS, dans lesquels il y a la Chine. BRICS dont on voit bien, on l'avait rappelé aussi là, aussi dans une de nos séances de géopolitique, dont la vocation est clairement géopolitique, et plutôt d'être une sorte d'association qui s'érigerait contre une suprématie occidentale, pour reprendre une terminologie qui leur serait propre. Mais l'Inde, dans la continuité, est aussi membre du Quad, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'une alliance avec notamment les États-Unis, le Japon et l'Australie, et qui serait plutôt dirigée contre la Chine. Donc quand on énonce ça, on se rend bien compte qu'on a l'impression, ça pourrait être même presque perçu de façon un peu ambiguë, on n'est pas du tout dans la démarche d'un pays, un peu comme à la conférence de Bandung au printemps de 1955, où on prétendait être non aligné. Ce qui était d'ailleurs un peu discutable. Là, c'est pas qu'on prétend être non aligné, c'est qu'on prétend tracer une troisième voie. Donc c'est pas du tout la même chose, une troisième voie dans laquelle, d'ailleurs, l'Inde aussi dit non, on a autant vocation que les deux autres grandes puissances à rallier des pays autour de nous, de par la légitimité de notre civilisation et de par notre histoire. Donc déjà, le premier point de dissonance, que je tentais de dire par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que le fait de considérer la guerre froide aurait l'air d'être quand même un peu battue en brèche, parce qu'on se rapproche plus d'un monde multipolaire que d'un monde bipolaire, pour reprendre une terminologie assez classique par rapport à la guerre froide. Et puis alors, il y a une deuxième différence qui, me semble-t-il, est encore plus évidente, aussi importante et très facile à mettre en perspective, c'est qu'il est évident que la puissance économique de la Chine aujourd'hui est largement supérieure à la puissance économique de l'Union soviétique, ce qui est d'autant plus important à rappeler que donc la perspective de l'effondrement de l'un des deux, tel qu'on était en train de le dire, paraît quand même assez peu probable. Vous avez dit tout à l'heure qu'on devait modéliser en géopolitique et qu'il ne fallait pas faire passer ses préférences pour les grilles de lecture. Et c'est exactement ce qu'on s'efforce de faire avec ce scénario. Mais vu les nuances qu'on vient d'y apporter, il y a peut-être d'autres scénarios possibles. C'est très juste. Et je crois pouvoir dire que il nous est d'autant plus facile que de pouvoir le mettre en avant que les rendez-vous de la géopolitique avaient fait une séance qui s'intitulait « La Chine de 2020 est-elle l'Allemagne de 1914 ?» Et dans la problématique telle que je l'avais dessinée, l'idée consistait bien, évidemment, non pas à faire des comparaisons d'ordre technologique ou d'ordre idéologique, mais à chercher à savoir si ces deux puissances se retrouvaient dans le même contexte géopolitique. Et là, on voit bien que cette comparaison
paraît spontanément moins amical, serait-on tenté de dire, puisque en fait, l'Allemagne de 14 est plongée dans la Première Guerre mondiale. Et alors, ce qui est assez interpellant, c'est que là, il y a évidemment un ouvrage très très célèbre sur lequel qu'on avait été amené à expliquer là aussi, vers la guerre, les États-Unis et la Chine, le piège du Thucydide. Graham Allison développe la notion de piège du Thucydide, dans laquelle il synthétise un scénario. Certains observateurs considèrent peut-être de façon un peu trop rapide, mais en tout cas qu'elle mérite d'exister. Et quel est ce scénario? Il est bien connu. Le scénario consisterait à dire que justement dans le cadre d'une rivalité exacerbée entre deux grandes puissances, il y en a une qui serait installée. On voit bien que c'est censé faire écho, évidemment, à Thucydide, la guerre du Péloponnèse et l'affrontement entre Sparte. Toujours intéressant ces comparaisons antiques, n'est-ce pas? Et Athènes, et que donc la puissance installée regarde avec beaucoup de suspicion, d'effroi, pour ne pas dire de peur, la montée en puissance d'une cité en l'occurrence, mais d'un pays ou d'une nation rivale, et que cette peur est d'autant plus importante que cette croissance est très très rapide, et que finalement, pour juguler cette peur ou juguler cette menace, la puissance installée déclenche une guerre préventive pour empêcher qu'elle perde son statut. Ça, c'est un versant assez classique. Mais moi, j'aimerais faire remarquer que sur cette même logique, regardez comme ça peut nous emmener loin en termes de projection, de perspective, mais il y a l'autre versant, qui nous amène d'ailleurs paradoxalement, pour une raison opposée, au même scénario. Parce que l'autre versant, ça aussi c'est des choses qui sont évoquées par un nombre d'observateurs aujourd'hui, c'est que la puissance qui monterait finalement se rendrait compte, intéressant par rapport aux difficultés aujourd'hui qu'un certain nombre de spécialistes géopolitiques mettent en avant sur l'économie chinoise en particulier. Ça veut dire que la deuxième puissance, dont on a pensé qu'elle finirait par rattraper la première, est en train de prendre conscience que finalement, ça s'avère beaucoup plus difficile que prévu, voire peut-être même impossible, que de là naît une certaine déception, voire peut-être même une certaine frustration, voire peut-être même une certaine inquiétude, et que cette inquiétude se nourrit davantage de par le fait que la perspective de la fenêtre stratégique ou de la fenêtre d'opportunité a l'air de se fermer, et que donc elle pourrait pousser cette puissance qui est en train de monter à que d'essayer de résoudre les questions qui lui sont fondamentales pour ensuite atteindre ses objectifs. Donc là, on voit bien que ce scénario de Chine-Allemagne 1914, on peut l'instrumentaliser de deux façons totalement différentes. Donc oui, il y a un certain nombre de scénarios qui s'avèrent différents, et on voit bien que c'est ça tout l'intérêt de la démarche, c'est qu'il faut être attentif à un certain nombre de dynamiques pour voir quel est le scénario qui, à l'avenir, va sembler être celui qui serait le plus crédible. Oui, parce que là, on s'est beaucoup intéressé à la relation entre la Chine et les États-Unis, mais il y a certainement d'autres dynamiques qui sont en cours. C'est vrai que, en guise de perspective, si vous le voulez bien, la question telle qu'on la pose finalement, on en mesure bien l'étendue. Il est évident que là, on est bien en train d'évoquer les logiques futures des relations entre les États-Unis et la Chine, et respectivement la Chine et les États-Unis. Ça paraît relativement évident, mais on va bien au-delà de ça, de par l'importance de ces deux puissances, parce qu'on voit bien qu'une telle évolution et que les dynamiques qui y sont rattachées vont tout simplement nous amener aussi à considérer quelles sont les évolutions de la géopolitique globale à l'échelle du monde entier. Ça, je pense que c'est très clair. Et parce qu'on s'inscrit dans cette perspective, là, il y a deux questions qui sont inévitables et à laquelle il faut absolument répondre, parce que l'influence qu'elles ont est majeure sur l'ensemble des logiques concernées. La première, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de considérer que le développement du conflit au Proche-Orient et la persistance de la guerre en Ukraine accélèrent le risque d'une guerre à Taïwan? Il faut bien entendre la formulation de la phrase telle que je viens de la faire, parce que là, c'est important. Et puis, il y a aussi une deuxième question qui est majeure, c'est quels sont les choix politiques, on voit bien l'horizon à court terme, sociétaux, de stratégie surtout dans le champ
internationale que les États-Unis vont être amenés à faire sur le moyen long terme. Je pense qu'on voit bien spontanément à l'énoncé de ces deux questions que chacune d'entre elles revêt déjà une importance fondamentale, mais qu'elles ne manqueront pas d'avoir une influence non seulement sur les relations entre les États-Unis et la Chine, mais également sur les scénarios tels qu'il serait indispensable de les mettre en place pour anticiper l'avenir de la géopolitique. Fabrice, vous nous laissez rarement sur des questions en suspens. J'imagine que ces deux questions feront l'objet de 2 séances prochaines et ultérieures. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique et à très bientôt.